Merci d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45. Le troisième vice-président de l'Assemblée nationale a procédé ce matin à l'installation de la 5e législature du Parlement des jeunes qui compose 171 membres. Le compte rendu avec Ali Sissé, Ibrahim et Aboubakar Souley. Mohamed Noura Hassan Salifou, Mohamed Saniaou. L'installation de la 5e législature du Parlement des jeunes débutera par l'appel nominal des députés juniors. Puis ce fut au tour du président du réseau du Parlement des jeunes, Idriss Medadji, qui dans son allocution a précisé comment est constitué et composé le Parlement des jeunes. Comme par le passé, les jeunes qui composent cette législature ont été sélectionnés sur la base des mérites scolaires et de la discipline, pour espérer qu'ils puissent, durant leur mandat, formuler et restituer les préoccupations de la jeunesse ainsi que leur opinion sur les sujets de l'heure. La répartition géographique sur l'ensemble du territoire national est quant à elle à l'image de la représentation nationale pour garantir l'équité. La question du genre a été prise en charge puisque dans le processus de sélection, le principe de parité était respecté autant que possible. C'est ainsi que l'actuelle législature compte 97 jeunes filles et 74 garçons. Prenant la parole à son tour, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Ayouba Hassan Farmou, a dit les objectifs qui sont assignés aux députés juniors. La mise en place de votre Parlement est donc, en un point douté, la traduction concrète de l'Assemblée nationale et au-delà de toutes les institutions de la 7e République, à œuvrer à l'émergence d'une jeunesse nigérienne consciente de ses droits et devoirs, c'est-à-dire une jeunesse responsable. Durant cette session inaugurale, vous serez appelés à connaître les textes qui régissent votre institution et procéder à la mise en place de votre nouveau bureau. Il vous sera aussi développé des thèmes importants pour votre nouvelle fonction de député junior, à savoir la démocratie, la présentation de l'Assemblée nationale, ses missions, ses structures et ses attributions. Enfin, cette 5e législature du Parlement des jeunes qui a été installée par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Ayouba Hassan Farmou, comporte 171 membres issus de 8 régions de notre pays et de la diaspora. La communauté chrétienne a célébré la fête de Noël ou l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Cette fête qui est célébrée le 24 décembre de chaque année est pleine de signification. Plus de détails avec le révérend Sabo Bakiré et le secrétaire général de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. La fête de Noël, c'est la célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la célébration du don que Dieu a fait à l'humanité tout entière. Et Dieu, d'ailleurs le Père, est le premier à célébrer la naissance de Jésus qui est Christmas ou Noël, parce qu'à la naissance de Jésus, les anges sont venus en chorale chanter et manifester leur joie. Et nous avions vu pendant un long moment des événements de célébration, même des mages qui étaient venus de si loin. 3 ans après, 4 ans après, ces mages étaient arrivés pour célébrer ce nouveau-né. Donc c'est aussi la joie qui est venue dans le monde, la paix qui est venue dans le monde, la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres. Voilà fondamentalement le contenu. C'est pourquoi nous aussi, puisque Dieu l'a fait, nous le faisons et nous célébrons cela chaque année par la grâce de Dieu. Nous célébrons cette fête dans un moment quelque peu triste parce que nous avons perdu des hommes à Inates. J'adresse mes condoléances à leurs familles éplorées et à tout le peuple du Niger. Je voudrais aussi souhaiter joyeuse fête de Noël à tout le peuple nigérien, parce que Jésus n'est pas venu pour les chrétiens, Jésus est venu pour chaque personne. Donc, joyeuse fête de Noël à tous.
À l'instar des chrétiens du monde entier, la communauté chrétienne du Niger a célébré également hier nuit la fête de Noël qui consacre à la naissance de Jésus-Christ. L'ambiance était au rendez-vous dans les différentes églises de la capitale, sillonnées par nos reporters Ismaël Moumouni Moussa et Aboubakar Souley. Ils sont nombreux, les adeptes du christianisme, à prendre d'assaut les différents lieux de culte de la capitale pour célébrer la fête de Noël dans la communion. Une fête pleine de signification pour les chrétiens. Année, le thème est très simple vraiment, c'est la naissance du Sauveur. Donc littéralement, c'est exactement ça, Noël, naissance de Jésus. Donc nous avons choisi la naissance du Sauveur. À l'endroit des fidèles, nous allons tout simplement les exhorter à se réjouir de ce qu'un jour le Sauveur est né. Mais nous savons que non seulement il est né pour nous sauver de nos péchés, mais il est venu aussi nous apporter la paix. La paix sur une double dimension, la paix entre les hommes et Dieu, mais la paix entre les hommes eux-mêmes. C'est pourquoi donc nous exhortons tous les fidèles à cultiver donc la paix, à vivre en paix, et surtout dans ce contexte particulier pour notre pays, qui est vraiment dans des moments difficiles, dans des moments d'insécurité. La nuit d'aujourd'hui est une nuit particulière parce que nous commémorons la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Pendant cette naissance-là, un événement très spécial, la naissance de Jésus qui a été prévue, qui a été prophétisée, sa venue, sa manière de vivre, comment il va partir, là où il va partir, tout ce qu'il va faire, tout est prévu. Même son nom était prévu avant sa naissance. Donc c'est un événement très particulier pour nous. C'est une nuit de réjouissance, c'est une nuit de joie dans les églises, dans nos familles et dans nos cœurs. Que sera alors Noël, celles les enfants, du moment où cette fête consacre la venue au monde de Jésus-Christ de Nazareth. Une joie immense qui ne cache pas ses enfants. Nous sommes venus à l'occasion de la fête de Noël. C'est une bonne fête et on est très joyeux. On va louer notre Dieu, on va fêter sa naissance aujourd'hui. Bonne fête à tous mes amis et ma famille et à tout le monde. Aujourd'hui c'est la naissance de notre Sauveur. Et on va fêter cette naissance par sa grâce. Et nous allons fêter ça, nous allons bien fêter ça. Je souhaite tout le monde joyeux Noël et bonne fête. Cette année, Noël est célébré au moment où le pays est affecté par une situation d'insécurité. Ainsi, ces fidèles vont prier pour que la paix et la quiétude sociale règnent au pays, mais aussi prier pour le repos des âmes de nos vaillantes forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. En prélude à cette fête de Noël, les scolaires de leur côté observent les congés de fin du premier trimestre. Un trimestre jugé satisfaisant sur le plan académique par l'ensemble des acteurs du système éducatif. Suivez à ce propos le reportage de Asma Ousseidou et Aboubakar Souley. 3 mois après la rentrée scolaire 2019-2020, le bilan est satisfaisant selon les responsables des établissements scolaires et des élèves. Les cours se sont déroulés normalement au niveau des établissements privés, tout comme dans le public. Aucune perturbation n'a été enregistrée, précisent les responsables des établissements. Cette année 2019-2020, il y a une accalmie relative au niveau des établissements scolaires. Je veux dire que il y a eu moins de perturbations, ce qui fait que les enseignants ont dû progresser normalement. Les taux d'exécution des programmes tournent autour de 30 à 40% selon le niveau et les matières. Tout est très bon d'ailleurs, pas bon seulement. On n'a pas connu de perturbations ni du côté des enseignants. En dehors des quelques jours qu'on a perdus suite à la mort de nos soldats, de la terre leur sol légère, vraiment on n'a pas connu de perturbations. Par rapport au bilan du premier semestre, on dit tout va bien parce qu'il n'y a pas eu de débrayage du côté des enseignants et du côté des élèves. Cette année, on est en avance par rapport au taux d'exécution, on est en avance par rapport à l'année passée. Et donc ce que nous pouvons dire aussi, c'est que les élèves doivent persévérer dans ce sens et aussi les enseignants pour qu'on puisse finir à temps le programme
scolaire. Effectivement, commencé depuis le 16 septembre. Nous sommes en train de boucler ce premier trimestre-là. Et le semestre lui-même, il va être complètement bouclé en 2020, en début 2020, à partir de janvier. Mais jusqu'à présent, nous avons fait un certain nombre de cours. Plusieurs chapitres ont été déjà étudiés. Et il fallait faire des évaluations à chaque fois, s'arrêter et évaluer les élèves pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer, voir en fait à quel niveau de compréhension ils sont. Alors nous avons fait 3 évaluations générales, 2 devoirs et une interrogation écrite. Le premier trimestre s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'arrêt de travail, tout s'est passé normalement, les cours également. Un bilan apprécié aussi positivement par les élèves. Les trimestres se sont bien passés parce qu'on a été bien formés durant toute la période. On a bien étudié et puis les professeurs sont très attentionnés. Ils donnent de bons exemples. On a bien travaillé, le congé, oui, pour faire des rattrapages, pour qu'on puisse finir les chapitres, les programmes. Au regard du climat dans lequel ce premier trimestre s'est déroulé, les responsables des écoles appellent les parents à un suivi de ces enfants et aux élèves de garder le même rythme. Autre aspect de cette édition, un accord monétaire a été signé entre le président français Emmanuel Macron en visite à Abidjan et son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara pour mettre fin à la monnaie franc CFA dans l'espace UEMOA en juillet 2020. Cette monnaie post-coloniale sera remplacée par l'eco comme l'a annoncé le samedi dernier le président ivoirien. Suivez les réactions de quelques citoyens sur cette annonce. Je pense que cette transformation du nom du franc CFA en ECO n'est qu'une mise en scène parce qu'il n'y a pas une grande différence entre l'ECO et le franc CFA, c'est seulement le nom. Et il faut retenir aussi que nous avons eu l'information que 1 euro égale à 650 ECO, donc ça revient à la même chose. Comme l'a dit certains spécialistes, certains économistes, la monnaie ne va changer que de nom, de franc CFA à l'ECO. Hormis, ils ont dit, les dépôts là, les 50% des réserves là, ça c'est le seul changement que nous avons pu constater, qui ne sera pas fait. Et peut-être le retrait de la France dans la commission qui va gérer la monnaie. La France n'est pas encore prête pour accepter de finir avec le franc CFA. C'est une autre forme de dévaluation. Si on dit 1 euro égale 655 francs CFA, n'est-ce pas? Et un ECO est égal à 1600 francs CFA. Cela veut dire que si tu as un salaire de 200 000 par mois, 200 000 par mois en francs CFA, en ECO, ça serait un salaire de 5 000 francs CFA. Mais économiquement parlant, je vais vous dire que il faut essayer de comprendre que pour qu'il y ait l'abolition du franc CFA, il faut que dans l'espace UEMOA, il faut qu'il y ait ici en Côte d'Ivoire un Sankara, au Sénégal un Sankara, au Niger un Sankara, au Burkina un Sankara. Chose qui n'est pas facile, c'est pas possible. C'est pour vous dire que je ne suis pas d'accord qu'il y ait une abolition du franc CFA. Et si vous constatez cette fraternité qui lie Emmanuel Macron et Ouattara, Ouattara il criait, il riait que c'est l'abolition du franc CFA. Et vous pensez que c'est réellement de l'intérêt du peuple africain? C'est pas possible. Si réellement les gens veulent à ce qu'il y ait l'abolition de ce franc CFA, il faut qu'on coupe tout avec la France. C'est vraiment dommage, c'est douloureux pour nous que ce soit nos propres compatriotes qui prennent des décisions comme ça, qui n'est pas du tout une décision qui relève d'une souveraineté de notre espace.
parce que notre espace devrait quand même pouvoir se retirer totalement de toute dépendance vis-à-vis de n'importe quel pays par rapport à sa monnaie. Le franc CFA, c'est-à-dire c'est une monnaie qui est fabriquée en France, dont 50% de notre monnaie appartient aux Français. Donc aujourd'hui, je pense bien que si cette monnaie est changée, c'est vraiment une grande opportunité pour nous parce qu'on sent déjà une indépendance. Voilà, comme chaque mercredi, place à présent à notre rubrique hebdomadaire chronique judiciaire. Aujourd'hui, Maître Maman Lawali Dambatouré va développer le terme contentieux de travail. Très bonne réception et au revoir. Le contentieux de travail. Donc, avant de décortiquer la notion du contentieux de travail, je vais revenir sur la question de là où naît même les différends du travail. Au niveau de la relation du travail, l'employé peut être licencié par son employeur. Eh bien, c'est une question très délicate. Souvent, on rencontre que l'employé ne sait pas là où s'y prendre. Et donc, par rapport à cette question, le premier élément ou bien le premier réflexe qu'il y a lieu de faire, c'est de saisir d'abord l'inspecteur du travail. Quand vous saisissez l'inspecteur du travail de votre demande, dans 72 heures, l'inspecteur du travail va convoquer toutes les parties et procéder à ce qu'on appelle une conciliation. Il va essayer de chercher un règlement amiable entre les parties. Donc, si ils arrivent à s'entendre, il procède par un procès verbal pour constater la transaction, la conciliation entre les parties. Donc, ce procès verbal, maintenant, ça reste l'exécution, parce que souvent, l'employeur peut accepter de procéder à la conciliation, mais au niveau de l'exécution, il se trouve des difficultés. Mais quand vous rencontrez des difficultés, il s'agit de prendre ce PV de l'inspecteur du travail et saisir le président du tribunal du travail, pas faire autoriser à ce qu'on vous impose ce qu'on appelle la formule exécutoire. Et donc, à partir de cet instant, ça vaut titre exécutoire et vous pouvez procéder à la procédure forcée d'exécution. Maintenant, l'autre voie, c'est de saisir directement le tribunal du travail. Vous pouvez le saisir directement en partant oralement et porter votre requête au greffe. On va inscrire dans le registre du greffe et on va vous donner la copie de cette déclaration. Et ensuite, on va vous délivrer ce qu'on appelle la citation, cédule de citation. Vous allez citer votre employeur et donc à la date fixée par le tribunal. Donc, arrivé à l'audience, le président va, pour revenir même à la composition du tribunal du travail, le président, c'est le lieu de dire que le tribunal du travail est composé par un président qui est magistrat et professionnel et avec deux assesseurs. L'assesseur, l'un c'est le représentant des employeurs et l'autre c'est le représentant des employés. Donc ils sont choisis sur une liste du ministère de la Justice. Donc arrivé au niveau du tribunal du travail, le président va essayer d'abord de vous concilier. Comme ce qui s'est passé devant l'inspecteur du travail, il va essayer de voir s'il peut avoir un règlement à l'amiable entre les parties. Parce que vous savez, la question du travail, c'est une question très délicate. Aujourd'hui, il ne faut pas que le tribunal fasse en sorte que c'est devant eux que l'autre a perdu son travail. Et on sait que le travail, ça nourrit. Ça nourrit. Donc c'est pour cela qu'on essaie toujours de trouver un terrain d'entente qui est de procéder à la phase contentieuse proprement dite.
Maintenant, on peut aboutir à trois possibilités. L'une, en cas de conciliation, le président va établir un procès verbal de conciliation et maintenant, ce procès verbal va valoir titre exécutoire. Maintenant, dans les cas où il y a des points sur lesquels les parties n'arrivent pas à s'entendre, donc on traite par la voie de règlement à l'amiable les points que les parties se sont entendus et l'autre point, on va les renvoyer à la phase contentieuse. Et immédiatement, sur les champs, on procède à la phase contentieuse. Et l'autre partie, c'est là où totalement les parties n'arrivent pas à s'entendre. Donc, on procède immédiatement au traitement du dossier. Les présidents, y compris les assesseurs, la composition du tribunal va entendre toutes les parties et ensuite, il va instruire l'affaire. Maintenant, même s'il y a des témoins à entendre et même s'il y a des témoins qui ne veulent pas comparaître, le président peut les faire comparaître et sous peine de pénalité. Si vous refusez de comparaître, il peut même décerner mandat d'amener contre vous et il y a des amendes civiles qu'il peut ordonner. Donc, voyez-vous, il va écouter toutes les parties et ensuite il va mettre le dossier en délibéré dans un moment très court parce que la procédure du travail, c'est une procédure rapide et qui ne souffre pas vraiment de lenteur judiciaire. Si on peut le dire du point de vue textuel. Voilà. Maintenant, au niveau de l'exécution de la décision est gratuite. C'est faire délivrer les jugements, la copie des jugements et autres, c'est une procédure essentiellement gratuite. Il n'y a aucun frais. Et ensuite, si l'une des parties n'est pas d'accord, elle peut faire appel de cette décision devant la cour d'appel. Et ensuite, là-bas, si on va instruire les dossiers et ceux qui souhaitent conclure, ils vont conclure, ou bien si l'affaire est en état, on la met en délibéré et on statue soit à la confirmation de la décision ou bien à l'information et on va évoquer et statuer à nouveau aussi pour traiter les points de droit. Ensuite, là-bas, si l'une des parties encore n'est pas d'accord avec la décision de la cour d'appel, il peut se pourvoir aussi en cassation, en développant, en critiquant les points de droit qui seront soumis à l'appréciation de la cour de cassation. Donc voilà en quelque sorte ce que regorge cette notion de différend de travail.